tout le monde, mesdames et messieurs. D'abord, je commence par vous dire un grand merci à Pierre-Yves Rougeron et à tous ses camarades qui m'ont donné l'opportunité de venir ce soir m'adresser à vous. Vous savez, je ne suis qu'un exilé, même si vous dites que je suis un ancien ambassadeur, un ancien ministre. Aujourd'hui en France, je suis en exil. Et les compatriotes qui sont avec moi sont dans la même situation que moi. Je vais d'ailleurs vous les présenter très succinctement. Théo, c'est un Rwandais aussi qui habite à Orléans. Donc il est venu avec moi sur Paris. Jean-Claude, Diane et Bernard, Jean-Luc, Cyprien, Léon, Augustin. Ils habitent tous la région parisienne. Donc, mis à part Théo et moi, qui sont venus d'Orléans. Alors, parler de la relation France-Rwanda, c'est un exercice très très difficile et délicat. Surtout dans les temps actuels où on a un foisonnement d'idées et de débats sur cette question. Il y a des experts qui se présentent comme tels, qui ne connaissent pas vraiment le Rwanda, mais qui ont écrit des livres, ou qui ont visité notre pays 1, 2, 3 fois. Des journalistes, des humanitaires, des politiques, anciens humanitaires, qui sont aujourd'hui sur le terrain médiatique en France, en tout cas, mieux outillés que nous, et qui sont donc mieux entendus. Parce que nous, on n'a pas d'occasion de nous exprimer sur cette question qui nous regarde pourtant de façon intime. Parce que nous avons vécu la situation de notre pays dramatiquement. Plusieurs d'entre nous ont perdu leurs parents. Aussi bien le 6 avril 1994, parce que c'est la date fatidique qui a fait exploser le pays, qu'avant ou après. Parce que ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que le Rwanda était en guerre depuis le 1er octobre 1990. Avant de parler de l'actualité, c'est-à-dire de ce contentieux franco-rwandais, je vais faire un peu d'historique. La carte postale du Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est un petit pays dont on ne parlait pas avant, 1994. Il est situé en Afrique centrale, entre à l'ouest la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ancien Zaïre, au sud le Burundi, à l'est, sud-est la Tanzanie, un grand pays, comme le Zaïre à côté, et au nord-est, l'Ouganda. Vous avez compris qu'à l'ouest, nous sommes dans un environnement francophone. Le Zaïre, qui est le plus grand voisin, plus de 90 fois plus grand que le Rwanda. Entre parenthèses, le Rwanda a la superficie de la Bretagne, donc c'est un tout petit pays. Et à l'est, c'est un environnement anglophone. En 91, parlant au ministre Toubon, qui était le ministre de la Culture à l'époque, j'avais dit, monsieur le ministre, il faut savoir que le Rwanda constitue quelque part une sorte de ligne de front francophone. Le ministre m'a dit, oui, mais il ne faut pas dramatiser cette question, il n'y a pas un problème anglophone-francophone, mais en fait, 2 ans après, lorsque le Rwanda a explosé, on s'est rendu compte qu'il y avait des influences anglo-saxonnes qui poussaient les rebelles à prendre le pouvoir et qui se sont très vite installés au Rwanda pour en chasser toute influence francophone. Historiquement, le Rwanda était un pays indépendant, un des rares pays africains unifiés à l'époque. Je parle là de la période de 1896. Le Rwanda avait une unité territoriale
et institutionnelle, voire politique. Un pouvoir unifié autour d'un roi qui se trouvait dans le centre du pays. Quand je parle de roi, ce n'est pas un roi moderne, mais c'était quand même un roi qui contrôlait vraiment la situation et les territoires qu'il dirigeait. En 1896, les Allemands ont été les premiers à découvrir, entre guillemets, ce pays. Et ils sont restés jusqu'en 1916, parce que nous avons aussi, dans cette région, connu la Première Guerre mondiale. Les Allemands qui étaient au Rwanda se sont battus contre les Belges qui étaient au Congo. Et lorsque les Allemands ont été vaincus sur le terrain, coincés entre les Belges et les Anglais venant d'Ouganda, ils se sont repliés en Tanzanie parce que le Tanganyika était aussi territoire allemand. Et c'est ainsi que nous sommes devenus, en 1916, territoire sous dépendance belge. Mais même à l'époque des Allemands, le français était la langue d'enseignement au Rwanda. Pourquoi et comment? Je n'ai jamais vraiment compris ce phénomène, alors que l'Allemagne avait le contrôle, tout contrôle sur ce pays. Le Rwanda était alors appelé protectorat allemand. Mais les premiers missionnaires venus au Rwanda étaient des Alsaciens. Comme par hasard, tous les premiers missionnaires pères blancs étaient alsaciens ou lorrains, et ils ont mis en avant la langue française dans l'enseignement. C'est un phénomène assez rare. Donc à partir de 1916, les Belges occupent le terrain et ne changent pas l'organisation politique du pays. C'est-à-dire, à l'époque, le roi et les grands chefs coutumiers appartenaient à une seule ethnie, qui est l'ethnie minoritaire Tutsi. Je parle là de 15% de la population. C'était une situation apparemment acceptée par la majorité, qui est Hutu. Aujourd'hui, on parle souvent des Hutus et des Tutsis. C'est ça. C'était une division du pouvoir où tout appartenait aux Tutsis. Pas tous les Tutsis, naturellement. Il y avait aussi un groupuscule de Tutsis de la noblesse qui dirigeait le pays. Mais tous les Tutsis étaient réputés avoir une portion du pouvoir, alors que tous les Hutus appartenaient à la classe de ceux qui travaillaient les champs et dont les récoltes étaient partagées entre les grands chefs, le roi et la noblesse. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale belge. En tout cas, il faut retenir quand même qu'il y a eu un développement culturel, sensible. La Belgique n'a pas tout fait au Rwanda, mais elle a fait quand même quelque chose. Ils ont construit des écoles, les Belges. Ils ont surtout construit des églises aussi. Ils ont construit quelques routes, très peu. Et ce qu'ils ont fait, qui n'a jamais été accepté par la population, c'est quand même que la Belgique a maintenu le système féodal au Rwanda. Et elle a préféré travailler avec la minorité qui avait le pouvoir. Les résidents belges qui étaient au Rwanda expliquaient cela parce que si on avait eu la volonté de tout chambarder dès le départ, il n'y aurait pas eu l'ordre que les Belges attendaient de cette colonie pour la dominer et pour y exercer leur pouvoir. Ce qui fait qu'entre 1916 et 1959, il n'y a pas eu beaucoup de réformes. Les Hutus sont restés un peu dans l'oubli. Ils sont restés une population de seconde classe, alors que les Tutsis avaient des écoles dédiées aux enfants de chefs et aux enfants de la noblesse, où les Hutus ne pouvaient pas accéder, alors que tous les postes administratifs, que ce soit des postes de l'administration coutumière, de l'administration moderne, étaient entre les mains exclusivement d'administrateurs, de chefs et de sous-chefs Tutsis. Encore une fois, c'est une situation qui a été acceptée comme telle. Mais ne voilà-t-il pas que, à la faveur de
de l'enseignement à la faveur du contact avec la modernité. Il y avait un groupe de jeunes Hutus qui avaient fréquenté les séminaires et qui étaient rentrés sur les collines pour être enseignants, pour être infirmiers, agronomes, et qui avaient lu l'histoire de la Révolution française. J'en parle en connaissance de cause parce que mon père était un ancien séminariste qui a fait une dizaine d'années au contact avec les pères blancs, qui a beaucoup lu. Et quand j'étais jeune, il me parlait souvent de la Révolution française. Je ne savais pas trop pourquoi, mais c'était un peu le modèle pour cette jeunesse-là. Qu'est-ce qui a pu tourner dans la tête de ces jeunes Hutus pour préparer une révolution sociale qui a finalement abouti à une révolte paysanne d'abord, en 1959, pour finalement devenir une révolte à la fois contre les Tutsis et contre les Belges, et qui a abouti à l'indépendance du Rwanda en 1962. C'est l'idée de justice, l'idée d'égalité. Je vous ai dit que les Rwandais acceptaient le système établi à l'époque, où la minorité dirigeait le pays, mais petit à petit, ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, mais si on nous dit que nous sommes la majorité, si on nous dit que nous avons fait le même niveau que nous avons le même niveau d'études et les mêmes connaissances que nos confrères et nos collègues Tutsis, pourquoi doivent-ils monopoliser les postes administratifs, politiques et autres? C'est comme ça que ça a germé. Mais finalement, ça s'est propagé partout dans le pays. Il faut savoir que le Rwanda est un pays de collines. Il n'y a pas de village où les gens soient regroupés. Les gens sont disséminés sur les collines et ça facilite la communication à la fois que ça la complique. Mais lorsque la rumeur ou une information est lancée, elle est partie et fait le tour du pays en 24 heures. Et donc en 1959, ça a débouché sur une révolution. Les chefs Tutsis, les sous-chefs et autres membres de la noblesse ont pour la plupart fui le pays par peur des représailles populaires. Le roi Tutsi a fui le pays à la mi-60 et 2 années après, le Rwanda a accédé à l'indépendance avec une nouvelle direction politique où les leaders étaient majoritairement des Hutus, de la classe qui constitue 85% de la population. Tout le monde a applaudi, y compris l'ancien colonisateur belge. Tous les pays du monde ont reconnu la souveraineté du pays, du Rwanda. Et c'est là que la France, en fait, a pris les premiers contacts officiels avec le nouveau régime, qui était considéré comme un régime essentiellement Hutu. Même s'il y avait des ministres Tutsis dans le gouvernement, même s'il y avait des responsables Tutsis dans l'administration, il est évident que c'était quand même un gouvernement dominé par l'ethnie majoritaire. Je passe sur tout ce qui s'est passé entre 62 et 73. Il est important néanmoins de signaler que sur la période de 62 à 70, les Tutsis exilés dans les pays voisins, essentiellement en Ouganda, au Congo et au Burundi, ont essayé de revenir en force, armés, pour reprendre le pouvoir par la force. Et à chaque fois, c'était des attaques qui étaient repoussées par la nouvelle armée rwandaise. Et malheureusement, comme dans tous les pays où il y a la guerre, chaque fois qu'il y avait des attaques d'exilés Tutsis, il y avait des représailles contre ceux des Tutsis ou des Hutus qui étaient censés avoir soutenu cette agression. C'est un phénomène récurrent qui va expliquer ensuite ce qui s'est passé en 1994. Le premier régime républicain, parce qu'en 1962, avec l'indépendance, le Rwanda a accédé à la République et à la démocratie. Donc, il n'y avait plus de roi, il y avait un président élu. Et en 1973, à la faveur d'une crise interne, les militaires ont pris le pouvoir. Il y a eu un coup d'État
comme dans la plupart des pays africains à l'époque. Il y a eu un coup d'État et un changement de régime. Parce que même si plus tard la démocratie a été rétablie, on s'est retrouvé devant une situation assez délicate. Deux Hutus qui chassaient d'autres Hutus cette fois-ci et qui installaient un régime assez autoritaire, militaire, il faut dire les choses. Nous parlons d'histoire. Et ça a quelque part divisé les anciens révolutionnaires Hutus en deux camps antagonistes. Là était instaurée la Deuxième République en 1973. C'est la modernité, messieurs. Et les exilés Tutsis n'ont pas renoncé pour autant au rêve de reconquête du pouvoir. Vous me direz que c'est légitime. Effectivement, lorsqu'on a possédé un pouvoir sans partage pendant plus de 5 siècles, parce que le pouvoir de la monarchie Tutsi a duré depuis pratiquement le XIVe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc vous me direz que dans une situation pareille, il est normal que les anciens tenants du pouvoir veuillent reconquérir leurs choses. Et en 90, le 1er octobre, alors que le Rwanda se préparait à mettre en place un nouveau système démocratique multipartiste, vous vous souvenez, quelques mois seulement après la bolle, lorsque le président Mitterrand avait pratiquement sommé les chefs d'État africains d'adopter le multipartisme et d'ouvrir enfin le paysage politique de leur pays. Et le Rwanda a été un des premiers à adopter ce nouveau système. Donc alors que les partis politiques commençaient à vouloir se mettre en place, les exilés Tutsis ont attaqué le pays à partir du nord, à partir de l'Ouganda. Il est évident que, en ce moment-là, ce n'est pas difficile de comprendre que les Tutsis attaquants, les Hutus de l'intérieur se disent, mais s'ils reprennent le pouvoir, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est l'instinct, je crois. Hein, c'est humain. Ce qui n'est pas humain, c'est d'aller massacrer son voisin. Mais de penser et de se poser des questions à ce qu'on va devenir, si l'ancien, imaginez que les royalistes aient voulu reprendre le pouvoir fin 19e. Je ne vais pas dire ce qui serait peut-être passé en France. Mais j'imagine que les autres, ceux qui leur avaient pris le pouvoir, n'auraient pas été contents. Toujours est-il que, en 90, lorsque Paul Kagame, le président actuel, et ses compagnons, qui venaient d'Ouganda, où ils occupaient des fonctions militaires au sein de l'état-major de l'armée ougandaise, ils avaient été naturalisés ougandais. Paul Kagame notamment était le directeur des services de renseignement militaire au sein de l'armée ougandaise. Celui qui dirigeait les troupes rebelles était le chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise. Tous ceux qui étaient avec lui venaient de l'état-major de l'armée ougandaise. Pour tous ceux qui observaient cette agression, c'était quelques mois après l'attaque du Koweït par l'Irak, eh bien on s'est dit c'est une agression extérieure contre un petit pays sans défense. Et c'est ce qui explique en fait que plusieurs pays se soient portés au secours du Rwanda. La Belgique, le Zaïre de Mobutu et la France de Mitterrand. Déjà, dès la première semaine, ces trois pays se sont portés au secours du Rwanda avec des troupes militaires, des troupes, des armes, ils ont fourni des munitions et toute l'aide qu'un pays comme le Rwanda pouvait attendre de ses amis. Il faut signaler qu'entre le Rwanda et la France, il y avait un accord de coopération militaire.
on l'oublie souvent. Donc la France n'est pas allée comme ça d'initiative. C'est le gouvernement rwandais légitime de l'époque qui a demandé l'assistance et l'intervention de la France. Et personne n'a eu à dire, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne. À l'époque, tout le monde se disait, c'est un petit pays comme le Koweït, qui est attaqué par une puissance voisine, il faut absolument que ça s'arrête. C'est quelques semaines plus tard qu'on s'est rendu compte que parmi les troupes rebelles, il y avait des Rwandais d'origine, qui étaient des exilés. Alors, on commençait des tractations. Moi, je suis arrivé à Paris en octobre 90, précisément. J'étais ambassadeur en Éthiopie avant. Et je me souviens qu'en rencontrant le président Mitterrand, il avait déjà franchi la première étape de considérer que c'est une agression purement extérieure. Il m'a dit, écoutez, il faut dire à votre président que des négociations avec la rébellion s'imposent. J'étais surpris à l'époque, mais en tout cas, c'était parti. C'était parti. Le Rwanda a continué à subir des pressions positives et amicales pour que la guerre finisse très vite. Le président Mitterrand disait, on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas comment ni quand elle peut se terminer. Et je pense qu'il avait raison. Il avait totalement raison en ce qui concerne le Rwanda, ça s'est vérifié. On a perdu 3 ans avant de conclure un accord de paix qui aurait arrêté cette guerre. Chaque fois qu'on était proche du but, avec l'aide de la France et d'autres pays, les troupes du Front patriotique rwandais, de la rébellion de Tutsi de Paul Kagame, revenaient en force pour attaquer le pays. Pendant 3 ans et demi, cette situation de ni paix ni guerre, mais plus situation de guerre que de paix quand même, a vraiment provoqué des frustrations dans le pays, la colère des populations, parce que dans le territoire qu'occupait la rébellion, il y avait beaucoup de morts. Le FPR massacrait beaucoup de Tutsis, de Hutus au passage, sur le territoire qu'il contrôlait, et sur l'autre territoire contrôlé par le gouvernement, évidemment, il y avait des représailles. Et de 90 à 93, la France a maintenu une présence militaire au Rwanda, toujours à la demande du gouvernement légal. Mais je dois signaler que, en tout cas c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années à Paris, j'ai compris que la France faisait tout pour ne pas permettre à l'armée gouvernementale de gagner la guerre. C'était expressément dit d'ailleurs. On nous disait, écoutez, il faut faire la paix, il faut reconstruire le pays ensemble, il faut négocier un accord de paix, et il n'est donc pas question de vous aider à gagner la guerre. Parce que si vous gagnez la guerre, c'est le retour à la case départ. En revanche, nous allons vous aider à stabiliser le front, à empêcher le FPR de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de créer un équilibre des forces qui pourra vous inciter à négocier. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'est que si l'armée rwandaise était effectivement dépendante à quasiment 100% de ses amis étrangers, de la France en particulier, l'armée du FPR, elle, ne subissait pas de pression particulière, notamment sur le front nord, parce que je vous ai dit que le FPR était venu du nord, de l'Ouganda. Surtout lorsque un embargo a été établi, soi-disant par rapport aux deux forces, un embargo militaire généralisé, les troupes gouvernementales ont eu seules à supporter cet embargo en fait. Parce que nous, notre approvisionnement, c'était par air, c'était par l'aéroport international de Kigali. Les voies de sortie du Rwanda vers l'extérieur, par voie maritime, c'était par l'Ouganda, le pays qui nous avait agressés. Donc il n'était pas question de continuer à nous fournir en armes. Et par la Tanzanie, un autre pays qui supportait la rébellion. Alors, le contrôle de l'aéroport, c'est facile. Les Nations Unies avaient installé des troupes à l'aéroport qui contrôlaient tout ce qui entrait, alors que le FPR avait
ses fournitures transfrontalières. En venant d'Ouganda chaque nuit, chaque jour, le FPR recevait des armes. À ma connaissance, le FPR n'avait pas une usine de fabrication d'armement sur son territoire. C'est ce qui explique en fait le déséquilibre qui a finalement permis à Paul Kagame de prendre le pouvoir. Août 93, je passe sur les négociations dans lesquelles la France est intervenue, mais c'est quand même important de le signaler. Le seul pays européen, il faut que ça se dise et que ça se sache, le seul pays européen qui a aidé les Rwandais à se mettre autour de la table pour négocier, c'est la France. La France a organisé en 91 et en 92 des négociations secrètes à Paris auxquelles j'ai participé. Il y avait d'un côté le gouvernement rwandais et de l'autre la rébellion du FPR. Pendant des mois, il y a eu des négociations dites secrètes. Et les négociations de paix ouvertes et officielles d'Arusha en Tanzanie ont fait suite à une décision qui a été prise à Paris. Parce que le FPR argumentait qu'il n'avait pas les moyens d'envoyer ses délégués en France, que ça coûtait trop cher. Ils ont dit nous préférons aller dans un pays africain. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais je pense que ça a été une erreur parce que du coup les pressions ont baissé et le FPR a continué à faire ce qu'il voulait. D'autant que la Tanzanie était quand même plus ou moins favorable à la rébellion. Mais enfin, en août 93, un accord de paix a été signé à Arusha. Et la France a maintenu une présence permanente à Arusha pendant toute la durée des négociations, c'est-à-dire pendant un an, de juillet 93, plutôt 92, à août 94. Juillet 92, août 93. Il y avait toujours un ambassadeur français ou une délégation française aux côtés des deux délégués pour conseiller, pour dire faites pas ceci, pour modérer, pour faire pression. Ce qui a finalement permis de déboucher sur un accord de paix qui comprenait un dispositif de partage du pouvoir politique, militaire, organisation de l'armée, avec une répartition plus ou moins équitable. Par exemple, pour l'armée, il était prévu que le gouvernement dit Hutu garde 60% des effectifs, alors que la rébellion dite Tutsi, représentant 15% de la population, et 40% des effectifs de l'armée. Je trouve que c'était pas mal comme... c'était quelque chose qui quand même accordait aux Tutsis la possibilité de disposer de 40% des effectifs d'une armée, alors que dans le pays, il ne représente que 15%. Voilà donc, après la signature des accords de paix, une des conditions de ces accords de paix, c'était que les troupes étrangères devaient quitter le Rwanda. Et là aussi, la France a respecté la souveraineté des deux parties, la souveraineté du pays. La France a retiré ses troupes à la fin de l'année 93. Donc là aussi, il faut qu'on le dise, qu'on le répète, il n'y avait pas de troupes françaises au Rwanda en avril 94. Il y avait des coopérants, quelques-uns seulement d'ailleurs, comme il y avait des coopérants belges, comme il y avait des coopérants d'autres pays développés. Mais les troupes françaises qui étaient stationnées au Rwanda depuis 90 sont parties à la date prévue par les accords de paix d'Arusha et à la demande des deux parties. Ça, c'est quelque chose d'important. Avril 94. Début avril 94, le nouveau gouvernement d'union nationale qui avait été prévu par les accords de paix de 93 n'était pas encore mis en place. Parce que chaque parti était divisé, les partis Hutus étaient divisés, les partis Tutsi pareil.
Le FPR, il mettait du sien, il divisait les partis de l'intérieur. Et donc, il y avait des difficultés à mettre finalement en exécution ce qui avait été entendu à Arusha, dans les accords de paix. Mais, une autre vérité qu'il faut dire, moi je le sais parce que le 6 avril, ou la veille, j'avais eu des communications avec des membres des partis de l'opposition MDR auxquels j'appartenais, parce que moi je n'étais pas du parti présidentiel, qui me disaient, notamment le président de ce parti, m'avait dit que le 8 avril, le nouveau gouvernement d'Union nationale allait être mis en place. M. Twagiramungu, Mungu, qui était le premier ministre désigné pour former le nouveau gouvernement, s'était entendu avec le président de la République pour former ce gouvernement le 8 avril. Mais en fait, le problème c'est que le FPR, Paul Kagame, le président actuel, ne l'entendait pas de cette oreille. Ce gouvernement-là, il n'en voulait pas. Parce que c'est un gouvernement qui était de transition et qui devait 2 années plus tard céder la place à un gouvernement élu. Et élu, ça veut dire quoi? En Afrique en général, ça veut dire aussi, dis-moi de quelle ethnie tu viens, je te dirai si tu peux gagner les élections ou pas. Kagame, qui venait d'Ouganda après 30 ans d'exil, ne représentait même pas 5% de la population. Même les Tutsis de l'intérieur ne le soutenaient pas systématiquement tous. Et il s'est dit, le président actuel, qui est chef d'État depuis 20 ans, qui a les Hutus, de manière globale, derrière lui, risque de gagner les élections dans 2 ans. Et c'est 2 jours avant l'installation de ce gouvernement que le président de la République a été assassiné. Assassiné dans des conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout simplement, il avait passé la journée à Dar es Salaam en Tanzanie pour parler de paix avec ses pairs de la région. Et le soir, en rentrant, son avion a été abattu par des missiles sol-air. Au début, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute du tout parce que des enquêtes judiciaires, notamment l'enquête du juge Bruguer en France, ont prouvé que les missiles ayant abattu cet avion, où il y avait d'ailleurs 3 ressortissants français, les membres d'équipage, que ces missiles venaient de l'arsenal du FPR, donc de Paul Kagame. Toutes les preuves ont été fournies, les numéros des débris des missiles ont été relevés, les enquêtes ont été faites, des commissions rogatoires dans plusieurs pays. Le juge Bruguer, en tout cas son équipe, s'est rendue en URSS parce que c'est des missiles soviétiques. Ils ont visité l'usine où ces missiles ont été fabriqués, ils ont retrouvé les références et tous les enregistrements, ils ont retrouvé les bordereaux d'expédition vers l'Ouganda, parce que ces missiles avaient été vendus dans un stock plus large à l'Ouganda, ce qui est tout à fait normal, c'est un marché d'État à État. Mais ce qui n'était pas clair, c'est comment ces missiles ont abouti dans l'arsenal du FPR. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Toutes les armes du FPR venaient du stock ougandais. Donc, sauf pour Paul Kagame d'expliquer où il a mis ces missiles, les Ougandais ayant confirmé lui avoir cédé ses missiles, sauf donc pour lui de dire où il a mis ses missiles à la fin, il est entendu que c'est lui le comploteur, c'est lui l'organisateur et l'exécuteur de cet attentat. Dans cet attentat, le chef de l'État rwandais est mort, le chef de l'État burundais, tous deux de l'ethnie sont morts, plusieurs autres personnalités rwandaises et 3 membres d'équipage français. Et c'est surtout ce dossier qui explique la hargne et la haine que certains de mes compatriotes malheureusement portent contre la France, dont le chef de file et le président actuel. En 2006, lorsque le rapport du juge Bruguer est sorti,
le Rwanda a rompu les relations diplomatiques avec la France. Il a chassé les coopérants. Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les hôpitaux, ils ont fermé tout ce qui pouvait rattacher le Rwanda francophone à la France. Ils sont souverains, ils peuvent le faire. Mais ce qui a ensuite été étonnant, c'est de voir certains responsables français prendre fait et cause pour Paul Kagame, qui est l'assassin de 3 ressortissants français. En fait, en dénonçant la justice française, certains responsables politiques ont mis en doute le rapport du juge Bruguière. Ils ont présenté Paul Kagame comme un homme très crédible, comme un héros, comme un modèle de démocratie. Je parle ici surtout du ministre actuel des Affaires étrangères, qui a eu quand même beaucoup de mal à faire passer son appréciation sur Paul Kagame, parce que la vérité finit par triompher. Aujourd'hui, dans les milieux, y compris dans les milieux proches du FPR, proches de Paul Kagame, il est entendu que c'est Paul Kagame qui a assassiné le président Habyarimana, son homologue burundais et les 3 ressortissants français. La Fédération internationale des associations rwandaises que je dirige, et qui comprend plusieurs associations rwandaises de Belgique, de France, de Hollande, de Suisse, du Canada et de l'Allemagne, a en son temps porté plainte contre le ministre Kouchner, parce que Kouchner, après les événements de 1994, avait déclaré que tous les Hutus étaient des génocidaires. Parce que même si je n'ai pas encore dit ça, il faut savoir quand même qu'en 1994, après la mort du président, après l'assassinat du président, des massacres de très grande ampleur ont explosé partout dans le pays. Et des centaines de milliers de Rwandais, Hutus et Tutsis, ont été assassinés. Ce que vous avez vu sur les écrans de télévision, c'est les événements qui se sont passés en zone gouvernementale. Tout simplement parce que dans cette zone, la presse était libre d'aller et de venir. Mais il faut savoir que le pays était coupé en deux. Le nord était occupé par les troupes de Paul Kagame et le reste du pays par les troupes gouvernementales. Donc ce qu'on a vu sur les images, sur les écrans de télévision, c'est les massacres qui se faisaient en zone gouvernementale. Mais on n'a jamais pu voir d'image de ce qui se passait dans la zone occupée par la rébellion. Et qui était d'ailleurs souvent visitée par Kouchner entre avril et juillet 1994. Or, il est apparu plus tard que pendant que des Tutsis se faisaient massacrer dans une partie de la zone contrôlée par le gouvernement, mise en place après l'assassinat du président Habyarimana, il est apparu et confirmé par des rapports des Nations Unies, des rapports d'experts indépendants, de populations locales, que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame a assassiné des centaines de milliers de Hutus cette fois-ci, dans la zone qu'il contrôlait, et progressivement, chaque fois qu'il avançait, il en massacrait d'autres sur son passage. Il a fallu attendre le mois de juin 1994 pour que ça s'arrête. Pourquoi le mois de juin? Parce que tout simplement, c'est en ce moment que la France, accompagnée de quelques pays africains, francophones, est intervenue au Rwanda dans la mission turquoise, l'opération turquoise que vous connaissez tous, qui n'est pas une mission française, même si la France l'a dirigée, c'est une mission des Nations Unies. Il y a une résolution des Nations Unies qui a demandé à la France d'intervenir pour arrêter les massacres. Moi, je suis arrivé à Kigali fin juillet, et effectivement, dans la partie que la France contrôlait avec ses auxiliaires africains, la situation était calme et tranquille. Il faut rappeler aussi que toute la population de la zone du FPR qui avait survécu au massacre de Paul Kagame avait rejoint la zone française. C'est tout dire. Pourquoi des Rwandais feraient-ils la zone contrôlée par les libérateurs pour aller chez les Français
qui sont traités aujourd'hui de massacreurs. Ça veut tout dire. Ça veut dire que d'un côté, il y a des massacres qui se perpètrent et que de l'autre, il y a la paix. Moi, j'ai visité les deux côtés parce que je suis entré au gouvernement fin juillet 1994. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai visité la zone sous contrôle française. Et j'ai rencontré, dans ma préfecture d'origine d'ailleurs, parce que je suis du sud-ouest aussi, j'ai rencontré des représentants de tout type qui étaient dans un camp où la France les avait regroupés pour, en fait, les sauver de la mort. Il y a beaucoup de Hutus, évidemment. La France a, entre juin et août 1994, sauvé des centaines, voire des millions de Rwandais qui étaient sous la menace du FPR. À la fin, lorsque la France allait quitter le Rwanda, à la demande du nouveau gouvernement et du FPR en particulier, eh bien, les populations n'ont pas voulu rester au Rwanda. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Elles sont restées en zone turquoise tout le temps que la France y est restée. Et lorsqu'on leur a dit que la France allait partir, ils ont tous traversé la frontière. En une semaine, 2,5 millions de Rwandais se sont retrouvés en territoire congolais pour fuir le nouveau gouvernement. C'est tout dire. Les journalistes ont dit ils ont voté avec leurs pieds. Et l'action française s'est poursuivie au Congo, en territoire congolais, dans les camps des réfugiés. Parce que vous vous souvenez, il y a eu aussi des maladies terribles. Il y avait le choléra, il y avait des maladies meurtrières. Il mourait des dizaines de gens, des centaines, des milliers de gens par jour. Et c'est seulement lorsque tout ça a été terminé, que les camps de réfugiés étaient stabilisés, au mois d'août, que la France a retiré de nouveau la mission turquoise, les troupes de la mission turquoise, et les a ramenés en France. Tous les Rwandais qui ont séjourné dans cette zone que j'ai rencontrée, avec lesquels je me suis entretenu, ne m'ont dit que du bien de l'intervention française. Et là, franchement, moi je ne suis pas l'avocat ni de la France, ni de la mission turquoise, mais je crois que la vérité a un prix. Il faut dire la vérité. Il faut que ceux, parmi lesquels certaines associations françaises de Paris ou d'ailleurs, qui disent n'importe quoi, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas pendant cette période, il faut qu'ils cessent de dire n'importe quoi. Il faut que la vérité se dise. Il faut que les responsables de ces massacres soient connus, mais qu'on ne fasse pas de la France le bouc émissaire rêvé, tout simplement parce que la France a été là. Est-ce qu'il fallait être là, il ne fallait pas être là? Fallait-il que la France aille sauver des gens, qu'ils soient Tutsis ou qu'ils soient Hutus? Moi je dis oui. Et pourquoi les autres pays, les États-Unis en tête, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et les autres, pourquoi ne sont-ils pas venus sauver les Rwandais? Si les Nations Unies avaient accepté le principe même d'intervenir en avril 1994, il n'y aurait pas eu autant de morts. Si les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre n'avaient pas chaque fois apposé leur veto au débat du Conseil de sécurité, il n'y aurait pas autant de centaines de milliers de Rwandais morts. Seule la France, je suis allé aux Nations Unies, j'ai retrouvé les minutes des débats qu'il y a eu en 1994, depuis le début des massacres jusqu'à juillet 1994. Partout, vous voyez que la France demandait l'intervention alors que les autres ne voulaient pas. Et aujourd'hui, on s'étonne que ce soit le seul pays qui demandait qu'on intervienne pour sauver les Rwandais, qui soit pointé du doigt. Moi, je pense que c'est facile à comprendre, en fait. Nous sommes là dans un système qui est dominé par une puissance, les États-Unis, qui ont des satellites et qui sont évidemment protégés tout à fait de tout ce qu'ils ont pu faire pendant cette période. C'est eux qui ont fourni les armes à Paul Kagame, c'est eux qui l'ont soutenu, c'est eux qui ont refusé que les Nations Unies interviennent, et c'est eux qui devraient, à mon avis, porter toute la responsabilité de ces massacres, avec les massacreurs eux-mêmes, avec ceux qui ont perpétré tous ces génocides. Mais ce n'est pas le pays qui a demandé qu'on intervienne, et qui est intervenu, et qui a sauvé
des centaines de milliers de Rwandais, ce n'est pas ce pays-là qui doit être condamné ou traité de complice de génocide. Le titre de mon intervention, c'était « La France au Rwanda entre 1990 et 1994 ». Deux points. Question. Engagement constructif ou complicité de génocide? Moi, je réponds engagement constructif. Parce que, comme je vous l'ai dit, la France est intervenue tout au long du processus de paix, en organisant des réunions, en organisant des séances ou des sessions de négociation, en finançant les négociations. La France est ensuite intervenue chaque fois pour faire pression sur le pouvoir en place et pour l'amener à accepter des négociations ouvertes. Et enfin, la France est intervenue militairement au Rwanda pour arrêter des massacres. Et elle l'a fait. Et donc, pour moi, il n'est pas question de parler de complicité de génocide de la part de la France, qui n'était pas au Rwanda d'ailleurs pendant la période qu'on appelle période de génocide, d'avril à juin, juillet. Moi, je pense que toutes les personnes de bonne foi, en tout cas tous les patriotes français qui aiment vraiment leur pays, devraient se lever et dire non. On ne peut pas continuer à salir l'honneur de la France. Savez-vous ce que ça voudrait dire si un jour tel ministre des Affaires étrangères ou tel chef d'État français se rendait au Rwanda pour dire oui, nous avons péché, oui, on a commis des fautes, oui, on a commis des erreurs, oui. Vous savez ce que ça voudrait dire? Et Kagame n'attend que ça. Il va sauter sur le coup de la France et ça finira, plus jamais ce sera un chantage permanent. La France sera souillée. Ce sera un pays complice de génocide et cela est inacceptable. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette situation, à poser des questions à vos députés, à vos responsables politiques. Il faut que ce débat ait lieu. On ne peut pas accepter qu'il y ait une repentance dans une situation aussi injuste et surtout une situation complètement inexacte. Il faut que la vérité soit connue. Il faut que les responsables politiques français aient le courage de dire non, monsieur Paul Kagame, vous avez assassiné le chef d'État rwandais, vous avez assassiné des populations rwandaises innocentes, ce n'est pas à la France de payer à votre place. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Entre-temps, j'essaye à ma façon de contribuer à clarifier les choses, parce que j'ai quand même été ici pendant toute la période de la guerre. Ce n'est pas facile, c'est très risqué même, mais j'ai accepté, j'ai pris le parti vraiment de le faire en utilisant le peu de moyens dont je dispose, c'est-à-dire Internet en fait. J'écris aussi des livres. Je viens de sortir un livre. Ce livre qui est intitulé « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis ». C'est un autre volet de cette histoire. J'ai oublié de vous dire que moi qui vous parle, je suis issu des deux ethnies. J'ai un parent d'une ethnie et un parent de l'autre. En soi, ça n'explique rien. Mais ça explique ma sensibilité. Je me suis donné comme mission de dire la vérité, quelles que soient les personnes concernées. C'est-à-dire, je défends toutes les victimes de cette barbarie, qu'elles soient Tutsi ou qu'elles soient Hutu. Parce que chaque fois qu'un Hutu meurt, qu'un Hutu est assassiné, qu'un Tutsi est assassiné dans mon pays, je suis directement visé, physiquement parlant. Chaque fois qu'il y a la guerre au Rwanda, je perds des membres de ma famille, de quel côté que viennent les meurtriers, des amis ou des membres de la famille directe. Et donc, je ne peux pas me tenir comme ça, pendant que les conditions se réunissent chaque jour davantage pour une nouvelle apocalypse dans mon pays. Aujourd'hui, au Rwanda, il y a une telle tension que demain, si on vous dit qu'il y a un nouveau génocide dans ce pays, ne soyez pas étonnés. La dernière décision, la décision la plus récente, j'essaie d'être réaliste, je ne suis pas en train de créer une situation de drame. La dernière décision
que le gouvernement de Paul Kagame vient de prendre, mesdames et messieurs, c'est tout simplement de supprimer la langue française au Rwanda, dans les écoles, dans l'administration. Ça veut dire quoi, supprimer la langue française? Ça veut dire ôter, enlever à plus de 85%, 90% même, de la population rwandaise, leur interdire de s'exprimer, d'utiliser la langue qu'ils maîtrisent le mieux. C'est-à-dire, c'est tout simplement attenter à leur droit fondamental d'hommes ou de femmes, de les minimiser à leur plus simple expression. Et nous pensons que c'est là aussi quelque chose d'intolérable. Cette décision a entraîné le licenciement de milliers d'enseignants au primaire, au secondaire, et qui sont remplacés par des professeurs importés d'Ouganda, qui eux sont anglophones, ou des volontaires anglais, par milliers, des Peace Corps américains, qui arrivent maintenant au Rwanda, pour remplacer des citoyens rwandais francophones. Il y a des missionnaires étrangers francophones qui sont expulsés du Rwanda, parce que tout simplement, ils ont voulu résister. Imaginez qu'un jour, un chef d'État en France vous impose l'anglais, je dirais non, c'est pas possible, heureusement. Mais au Rwanda, eh bien, c'est possible. Et c'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à peine.